Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout au long du mois de septembre, je vous propose de voir et de revoir les temps forts de la séance et des auditions lors de la dernière session parlementaire. Car tout au long du mois de septembre, les sénateurs sont absents du Palais du Luxembourg. Ils sont en campagne pour préparer les prochaines élections sénatoriales qui se tiendront le 28 septembre et qui permettront de renouveler la moitié de la Haute Assemblée. Retour aujourd'hui au 4 juin dernier à l'audition de Guillaume Pepy. Le directeur général de la SNCF avait été auditionné par la Commission du développement durable du Sénat. Il avait été auditionné à propos de la réforme ferroviaire, un texte qui permettait de réorganiser les forces de Réseau ferré de France et de la SNCF afin d'améliorer leur rentabilité et de préparer l'ouverture à la concurrence. Un texte qui, après de nombreuses grèves au début de l'été, avait finalement été adopté par le Parlement au mois de juillet avant d'être définitivement promulgué au mois d'août. L'audition de Guillaume Pepy intervenait également quelques jours après la fameuse affaire des TER trop larges pour leurs rames, une affaire qui va coûter 50 millions d'euros et qui imposait de raboter 1300 quais de gare. Tout de suite donc, retour à cette audition, c'était début juin au Sénat. Monsieur le Président, bienvenue. Vous dire que votre audition était très attendue, mais ça, c'est pas un scoop, puisque évidemment, nous sommes tous aujourd'hui en attente d'informations pour cette fameuse réforme ferroviaire qui devrait être examinée au Sénat première semaine de juillet. Il nous faut donc, dès à présent, puisque nous avons peu de temps, avoir sur cette réforme toutes les précisions que vous pourrez nous donner. Et vous savez que dans cette commission, le sujet de l'aménagement du territoire, de la mobilité, du développement durable, sont des sujets majeurs de cette commission et par conséquent, cette réforme pour nous est de la plus grande importance. Alors, nous savons que quelques grandes lignes que nous avons pu avoir laisse encore beaucoup de points à clarifier, que des arbitrages vont être nécessaires, que la réforme du modèle social est importante, et bien sûr que le transport ferroviaire constitue pour l'avenir de notre pays un élément extrêmement important. Et bien sûr, cette réforme, non seulement elle était absolument indispensable, mais peut-être qu'elle constitue une des dernières chances de sauver le rail français. On sait que le déficit aujourd'hui est d'environ 40 milliards et que si nous ne faisons rien, il augmente d'1,5 milliard tous les ans. Et donc il nous faut absolument que nous puissions arrêter cette hémorragie. J'ajoute qu'un grand nombre d'élus locaux sont en attente, des attentes fortes, et parfois regrettent que ces attentes n'aient aucune réponse. Et on voit avec inquiétude des lignes capillaires de fret ou des lignes secondaires de voyageurs qui sont dans un tel état qu'on pense qu'elles vont disparaître. Donc bien sûr, nous avons des spécialistes dans notre commission, en particulier notre rapporteur, M. Michel Teston, qui ne manqueront pas de vous interroger. Et bien entendu, si Louis Nègre peut se libérer, je pense que nous le verrons aussi. Il vient tout à l'heure, parfait. Ce ne sont pas les seuls, et donc j'espère que cette audition nous permettra d'avoir donc toutes les informations nécessaires avant de nous engager dans notre travail de parlementaire. J'ajoute tout de suite pour mes collègues qu'à la fin du sujet principal de cette audition, qu'est la réforme ferroviaire, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, nous dirons deux mots des problèmes de quais et de rames terre. Mais nous le ferons une fois que nous aurons terminé l'audition concernant la réforme ferroviaire. Monsieur le Président, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant vous sur la réforme ferroviaire. Je veux tout de suite préciser que la réforme ferroviaire, c'est le projet du gouvernement et du ministre qui est présenté devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, je n'interviens ici que comme responsable de la SNCF, qui est l'opérateur public national de transport. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je m'exprimerai de ce point de vue-là et de ce point de vue-là seulement.
Peut-être, pour utiliser la dizaine de minutes que vous me proposez, je voudrais essayer de dire, si le Parlement adopte une réforme du système ferroviaire dans les prochaines semaines, qu'est-ce que la SNCF peut elle-même apporter avec cette réforme? Et donc, avec votre autorisation, je n'entrerai pas dans le détail de la proposition que fait le gouvernement au Parlement. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour la défendre, ou la critiquer, ou l'amender. Ça, c'est le rôle du gouvernement et du Parlement. En revanche, ce que je peux dire, c'est ce que la SNCF devrait faire si cette réforme est adoptée. Et au fond, les choses, me semble-t-il, de ce point de vue-là, sont assez claires. D'abord, c'est, à nos yeux d'opérateurs ferroviaires, c'est une réforme qui doit être faite pour améliorer la vie des voyageurs et des chargeurs. Il ne faut jamais perdre de vue cet objectif central, c'est de rendre un meilleur service public ferroviaire. Et je pense que c'est ce que le pays attend de la SNCF si la réforme est votée. Très concrètement, dès lors qu'il y a un nouveau fonctionnement qui est prévu, qu'est-ce que nous allons faire? Des travaux mieux organisés. Et tout le monde sait qu'il y a un mur de travaux sur le réseau aujourd'hui. 2, une vraie cohérence système. Ça veut dire une préoccupation constante de réaliser le meilleur lien entre l'infrastructure et le ou les transporteurs. Vous avez cité l'affaire du Régiolis, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis, le plus important, améliorer l'utilisation du réseau. On a un et un seul réseau. Ce réseau doit se partager entre des travaux, sa maintenance, son amélioration, et puis des circulations. Et pour avoir vécu ces 15 dernières années, 2 établissements publics de l'État qui étaient face à face, au lieu d'être côte à côte, et qui se sont livrés, c'est vrai, pendant certaines années à une guerre ouverte, on voit bien que l'utilisation du réseau n'était pas optimale. Tout le monde connaît des tas d'exemples où des travaux prévus annulaient des trains, mais finalement les travaux n'avaient pas lieu. Et tout le monde connaît des trains qui devaient circuler, empêchant des travaux, mais finalement le train ne circulait pas. Et donc, de l'avis général, le réseau ferroviaire français est sous-utilisé, faute de coordination entre celui qui a la charge du réseau et ceux qui ont la charge de faire des transports. En termes chiffrés, si la réforme est adoptée par le Parlement, moi je m'engagerai à ce que la régularité des trains augmente, je dirais, d'1 point supplémentaire tous les 2 ans, c'est-à-dire un demi-point par an sur les 4 à 5 ans qui viennent. C'est un pari audacieux, parce qu'on est dans une période de travaux tous azimuts, mais je suis tellement convaincu qu'on peut mieux faire fonctionner le système que je prendrai cet engagement d'1 demi-point de régularité supplémentaire par an chaque année. Deuxièmement, pour les élus, alors là, les choses sont particulièrement frappantes. Tous les élus de France ont vécu ces dernières années l'incroyable complexité du système ferroviaire dans lequel les élus sont ballottés, renvoyés de Gares et Connexions vers l'infrastructure, de l'infrastructure vers le transporteur. Bon, ça n'est pas décent, ça n'est pas efficace, ça a bloqué un nombre considérable de projets d'aménagement urbain et foncier. Et par conséquent, l'engagement que je prends devant vous, si la réforme est votée, c'est que nous allons unifier la gestion du patrimoine foncier et immobilier immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire qu'au-delà du régime juridique, au-delà des personnes juridiques, nous allons faire, dès le lendemain de la réforme, avec Jacques Rapoport, un plateau commun qui sera l'interlocuteur unique de tous les élus au plan local et national pour simplifier les problèmes de foncier et d'immobilier. Il y aurait bien d'autres exemples à donner, mais celui-là est celui qui me paraît le plus frappant. Donc, simplifier la vie des élus et des collectivités pour accélérer les opérations d'aménagement. Et évidemment, derrière tout ça, il y a la valorisation pour le logement social, les équipements collectifs, et il y a un meilleur traitement des délaissés. Vous témoignez tous que dans toutes les agglomérations, dans toutes les villes, il y a des délaissés ferroviaires
qui sont dans un état pas possible, qui posent des problèmes aux élus et sur lesquels nous allons nous engager vis-à-vis de vous à les traiter lorsque la réforme sera votée. Troisième point de vue, cette fois-ci, comment peut-on s'engager vis-à-vis des autorités organisatrices? Moi, ce que j'espère, c'est que dans votre sagesse, vous ferez des autorités organisatrices, notamment régionales, des autorités organisatrices de plein exercice, et qu'on sortira du milieu du gué actuel, où on ne peut pas vraiment dire que celui qui paye décide. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Chacun sait par exemple que les tarifs des TER, chaque année, l'augmentation des tarifs TER est fixée dans une réunion interministérielle de l'État, mais s'applique aux régions. C'est un système qui est un peu paradoxal. Chacun sait que juridiquement, les trains sont payés à 100% par les régions, mais n'appartiennent pas aux régions. D'où une complexité qui est quand même assez invraisemblable. Donc, oui, il y a une simplification, une clarification nécessaire autour de qui paye, décide et des autorités organisatrices de plein exercice. Puisque je m'exprime ici comme responsable de l'opérateur, j'indique aussi que sur la question de la concurrence, l'Union européenne a commencé à parler, puisque l'Union européenne a adopté un texte au Parlement européen qui fixe des échéances en 2019 et 2023. Le texte proposé par le gouvernement ne traite pas la question de la préparation à la concurrence. Mais moi j'indique qu'au vu de l'opérateur, il faudra ultérieurement traiter de cette question, car souvenons-nous, quand l'Union européenne a ouvert le fret à la concurrence en 2007-2008, notre pays était malheureusement totalement impréparé. Et donc le choc de l'ouverture à la concurrence a été massif. Recul de tous les trafics fret, quasi faillite de fret SNCF. Donc il faudra se préparer à cette ouverture à la concurrence. Par exemple, les personnels nous interrogent sur une belle question. La SNCF en 2023 perd un marché. Que se passe-t-il? Est-ce que les personnels SNCF qui travaillent sur cette ligne sont transférés au nouvel opérateur, comme c'est le cas dans les villes? Ou est-ce que, comme c'est le cas en Allemagne, celui qui a perdu le marché récupère, si je puis dire, l'ensemble de ses salariés pour les affecter à d'autres lignes? Il y a plusieurs systèmes possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas attendre que ça se produise en 2023 pour avoir traité de cette question. Et je dis simplement, ce n'est pas l'urgence, on est en 2023, mais il faudra aborder cette question. Quatrième point de vue, le point de vue économique. Avec Jacques Rapoport, nous partageons la même analyse. Le projet de loi tel qu'il est permet aux deux établissements publics de stabiliser leur dette à une échéance qui est probablement de l'ordre de 2020. Permet de stabiliser la dette, mais de la stabiliser à un niveau très élevé. C'est donc une première étape. Cette première étape, elle est déjà fondamentale, parce que comme l'a rappelé notre président, aujourd'hui ça dérive. Ça dérive, suivant le loyer de l'argent, entre 1,5 milliard et 3 milliards, et suivant le nombre de projets de grande vitesse. Donc l'objectif de stabilité, il est ambitieux. Il suppose trois choses. Un, que notre pays réduise la voilure sur les nouveaux projets de lignes à grande vitesse. Non pas ceux qui sont en cours, mais les futurs. Là, la commission Duron, Mobilité 21, etc. Deux, il suppose que le système ferroviaire fasse un effort de performance sans précédent. Et avec Jacques Rapoport, nous nous engagerons, si la loi est votée, nous nous engagerons à faire 1 milliard d'euros d'économies sur la facture ferroviaire de la France, en quelques années, de l'ordre de 3 à 5 ans. Donc, ça, c'est l'engagement que nous nous proposons de prendre, de faire ce milliard d'économies, 500 millions du côté du réseau, 500 millions du côté de l'entreprise de mobilité. Enfin, la troisième condition, si je puis dire, c'est que l'État accompagne cette stabilisation de la dette. C'était une question qui est en cours de discussion et il ne m'appartient pas évidemment ici de la commenter sur la façon dont l'État pourrait ou pourrait ne pas accompagner cette étape. Mais ce point de vue-là est
absolument essentiel, car s'il n'y avait pas cet objectif de stabilisation de la dette, la réforme n'atteindrait pas l'objectif de consolider le système ferroviaire. Je dis en toute honnêteté que je pense qu'il y aura d'autres étapes après. C'est une première étape de stabiliser. Il y en aura d'autres, mais faisons déjà celle-là, elle est ambitieuse. Quatrième point de vue, le point de vue social. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas préparer l'avenir du système ferroviaire en faisant l'impasse sur les règles sociales du système. À ce moment-là, ça veut dire que les cheminots sont la variable d'ajustement et qu'au fond, on laisse les questions des salariés sans réponse. Le projet de loi, de ce point de vue-là, comporte une disposition fondamentale, maintien du statut pour les cheminots qui sont au statut, comme d'ailleurs à EDF, à la météo, dans toutes les réformes législatives de notre pays, le statut des personnels en place a été maintenu. Et, deuxième partie du projet de loi, prescription par la loi de la négociation d'une convention collective applicable à 100% des salariés du secteur. Cette convention collective, elle fixe, elle, les règles d'emploi, la façon dont on fait les 35 heures, les amplitudes, les repos, tout ce qui fait la vie quotidienne des cheminots du public ou des cheminots du privé. Cette disposition-là, nous la soutenons avec Jacques Rapoport fermement parce qu'il nous semble que c'est la préparation de l'avenir. Pour l'information du Sénat, cette discussion s'est déjà amorcée. 7 syndicats sont autour de la table. 7 syndicats, tous les salariés sont représentés. Et nous avons déjà obtenu, ce qui est un point fondamental, nous avons déjà obtenu un accord de méthode. Ce qui est un premier pas très important, cela signifie que les syndicats et le patronat se sont engagés sous l'autorité de l'État dans cette négociation en partageant les objectifs, en partageant la façon de négocier. Donc c'est quand même de bon augure, même si chacun sait que ça sera compliqué. Enfin, et pour ne pas être trop long, 2 autres petites annotations. D'abord la question européenne. Dans cette même salle, je me souviens, lors de mon audition pour mon renouvellement, nous avions parlé de ces questions et je me souviens qu'on était dans la situation où il nous semblait que l'Union européenne avait pris des positions très tranchées, un peu dogmatiques, en disant « seule la séparation sera acceptée à terme dans l'Europe ». La France, avec l'Allemagne, a joué son rôle. La France par la négociation, l'Allemagne plutôt par le rapport de force. Et le vote du Parlement européen, qui est intervenu en février, laisse les 2 systèmes ouverts en Europe. Le système intégré, que vous vous apprêtez à examiner, et un système séparé que d'autres pays ont choisi. Et ces 2 systèmes sont jugés possibles par l'Europe à la condition qu'il y ait un régulateur, tant mieux, vive la RAF, hein. Il y a une ARAF en France et c'est un bien qui est un régulateur du système ferroviaire. Et deuxième condition, que ceux qui ont choisi l'unité respectent le principe de non-discrimination des entreprises privées ferroviaires. Et j'indique ici que, et Jacques Rapoport et moi-même, nous sommes totalement engagés à respecter le principe de non-discrimination des entreprises privées ferroviaires. Et nous le ferons. Parce que c'est la condition d'existence d'un système intégré. Dernier mot peut-être, et qui n'est pas le moins important pour nous, qu'est-ce que cette réforme, si vous la votez, peut apporter à l'activité, à l'exportation et à l'emploi? Et pour moi, ça c'est un point essentiel. On ne le sait pas, mais la SNCF est un champion industriel français, européen, et internationale. Elle fait aujourd'hui presque 10 milliards de volume d'affaires hors de France. Pour certaines de ces activités, les activités de logistique, les activités de métro, de tramway, la moitié de notre activité est faite en Europe ou ailleurs dans le monde. Et nous sommes le 2e groupe mondial de services de mobilité derrière le groupe allemand Deutsche Bahn.
Ces activités sont en très forte croissance, car dans le monde entier, l'urbanisation, les grandes métropoles exigent des solutions écologiques et acceptables en termes énergétiques de transport et de déplacement. Et donc ces activités sont vitales dans le monde entier et c'est un des points forts de notre pays. Et en ayant une organisation nouvelle du système ferroviaire, nous agirons comme, pardon du mot qui est un peu barbare, un acteur du système ferroviaire. Parce qu'on ne vend pas le savoir-faire français en tranches de salami, on apporte des solutions à des villes, à des entreprises, en leur disant oui, nous savons, nous les Français, faire un tram-train qui a telle caractéristique, et le système entier. Et nous arrivons avec des ETI françaises, nous arrivons avec des entreprises de génie civil, nous arrivons avec des constructeurs de matériel français. Et donc cette dimension offensive de champion industriel, c'est, me semble-t-il, la finalité des finalités. Pour vous citer une anecdote, un jour la chancelière allemande a eu l'occasion de nous rencontrer, un certain nombre d'entre nous, et nous a dit, mais vous savez, en Allemagne, la Deutsche Bahn, son fonctionnement, c'est un consensus politique en Allemagne. Quelles que soient les coalitions, le fait d'avoir un champion industriel allemand, elle n'a pas cité le lien avec Siemens, mais elle aurait pu citer aussi le lien avec Siemens en disant tout ça, ça permet à l'Allemagne de jouer un rôle prépondérant dans les systèmes de transport en Europe et dans le monde. Et donc cette dimension-là, qui est créatrice d'emplois, qui équilibre le commerce extérieur, qui est créatrice de croissance, c'est une finalité extraordinairement importante. Voilà ce que je voulais dire en introduction, Monsieur le Président. J'ai peut-être été un tout petit peu trop long. Pas du tout. La première question est posée par Monsieur Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pépi, je vais essayer de ne pas être trop long, mais toutefois, je souhaite quand même vous poser 4 questions. 2 qui portent sur l'organisation actuelle et les missions actuelles de la SNCF. Une qui est relative aux relations avec les régions, qui sont très investies en tant qu'autorité organisatrice des trains express régionaux. Et je ne vous poserai qu'une seule question sur le projet de loi de réforme ferroviaire pour laisser aux collègues la possibilité de s'exprimer largement. Cette question, malgré tout, est centrale, vous l'avez évoqué, c'est celle de l'aspect financier de la réforme ferroviaire. Alors d'abord, première question qui concerne finalement l'organisation actuelle. J'ai mené en tant que rapporteur du projet de loi de réforme ferroviaire de très nombreuses auditions depuis plusieurs mois et j'ai été frappé, ainsi que celles et ceux qui ont participé à ces auditions, par les critiques formulées par un certain nombre d'interlocuteurs sur la gestion par activité qui, selon ces personnes, aurait profondément désorganisé l'entreprise. Et alors, je citerai un exemple qui est souvent cité. Il y aurait une grande difficulté, pour ne pas dire une impossibilité, pour un conducteur affecté à l'activité fret, de pouvoir, en cas de nécessité, conduire un TER, même si le dit conducteur a toutes les habilitations pour conduire un train, donc autorisé à circuler à 160 km/h, ce qui est le cas pour les TER. Deuxième question, vous êtes chargé par convention avec l'État de la mission essentielle en matière d'aménagement du territoire, des trains d'équilibre du territoire. Or, ces trains sont très peu fréquentés et ils le sont peu en raison de leur manque d'attractivité, matériel roulant ancien, horaires mal adaptés. Alors que comptez-vous faire pour finalement les rendre attractifs, à l'instar de ce qui est fait dans de très nombreux autres États de l'Union européenne, où le terme train d'équilibre du territoire n'existe pas, mais où ces trains existent par contre bien. Troisième question, elle me permettra de faire la transition avec le projet de loi de réforme ferroviaire, c'est avec la question donc, du projet de réforme ferroviaire et la situation financière du système ferroviaire, c'est la place des régions dans le dispositif. Quand on regarde le projet de loi dans sa forme initiale, finalement la place des régions n'est que peu reconnue. Et alors quelques avancées sont possibles à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelques-unes ont été esquissées à ma connaissance
la semaine dernière lors de l'examen par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Donc, du côté de la SNCF, que comptez-vous faire pour répondre aux critiques des régions et en particulier sur le manque de transparence de vos comptes? Et puis la dernière question, elle est au cœur de la réforme ferroviaire qui s'engage dans un contexte un peu pesant, semble-t-il, si l'on en croit les informations sur des préavis de grève qui auraient été déposés par 2 organisations syndicales représentatives. La question financière est bien un élément central de la réforme. Or, je dois dire que malgré les informations que vous nous avez données, celles données par le président de RFF, celles données par le secrétaire d'État au transport, la plupart de nos interlocuteurs aux auditions n'ont pas été convaincus du tout par les économies annoncées et attendues finalement de la réforme. Donc le fait qu'on constitue un gestionnaire unifié d'infrastructures en regroupant SNCF Infra, la DCF et puis RFF ne leur paraît pas finalement suffisant pour assurer les économies attendues. Et donc ces interlocuteurs ont quelques doutes sur la stabilisation de la dette à laquelle vous avez fait allusion dans 3 ou 4 ans, même si effectivement cette stabilisation, ou même vous l'avez dit, devrait se situer à un très haut niveau, ce qui pose le problème de savoir sur la part de la dette du système ferroviaire et en particulier de RFF, s'il n'y a pas une dette d'État, mais c'est une autre question qu'on n'abordera pas aujourd'hui puisqu'elle nous dépasse pour l'instant. Voilà, je n'ai pas été trop long, Monsieur le Président de la Commission, Merci. Monsieur le Président de la SNCF. Je pense que les collègues poseront de nombreuses questions que j'aurais posées, mais il est normal que je leur laisse la possibilité de s'exprimer. Merci, Monsieur Teston. Monsieur Louis Nègre. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur Teston parle d'or. Le climat est pesant. Il est pesant et ce n'est pas la faute à Michel ni à Louis. On constate que nous avons aujourd'hui un préavis de grève. Donc cette réforme qui est faite par un gouvernement de gauche ne recueille pas, semble-t-il, l'assentiment de sa base. Bon, c'est déjà un problème politique. C'est un problème politique. D'abord, eh oui, j'ai encore le droit d'exprimer mon opinion, Michel. Voilà. Allons, messieurs, c'est pas un duo. C'est pas un duo. C'est une question. La parole est à Monsieur Louis Nègre. J'explique à Michel quelle est la situation. Il ne s'agit pas de faire un duo là. S'il vous plaît, Monsieur Nègre, vous reprenez le fil de votre question. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc nous avons déjà un contexte qui n'est pas porteur à ce niveau-là, qui pose problème, parce que, y compris la base, renacle. Mais il n'y a pas que la base, parce que si on prend cette réforme attendue, je pense que, et quand j'emploie le mot attendu, elle est attendue par tout le monde. Les assises du ferroviaire ont bien montré tout l'intérêt de s'engager dans une réforme, et là, c'était consensuel. Il faut une réforme. Quelle est la réforme qu'on doit faire? C'est là-dessus où peut-être on se divisera. Moi, ce que je constate, c'est que dès lors que l'on met en place un État stratège, ça me convient. Je trouve qu'à ce niveau-là, et notamment au niveau du réseau, mais ça va avoir des incidences dans ma démarche. Parce qu'à ce moment-là, le président du directoire, c'est le président du réseau. Bon. Après, vous avez une validation par le Parlement qui est souhaitable d'une vision globale, comme on le trouve en Allemagne, où vous avez tous les 5 ans la possibilité de remettre à niveau votre plan, et en tout état de cause, qu'il y ait une validation, j'allais dire annuelle, c'est quelque chose qui passerait par le Parlement et qui me paraît nécessaire pour atteindre cette fameuse transparence. La réunification du JU, très bien, tout le monde est d'accord. Là-dessus, on a le sentiment, vraiment, qu'il fallait se rassembler, qu'il fallait mettre les équipes ensemble pour arriver à de meilleurs résultats. Ensuite, je reprendrai ce qui a été dit par Michel Teston. La place des régions me laisse songeur. Je n'ai pas très bien compris où elles étaient, ce qu'elles pouvaient faire. Elles manquent d'argent en plus, mais je pense que les régions méritent d'être des autorités de plein exercice. Et je vous rejoins
sur ce point-là. Je pense qu'il faut, à partir de là, leur donner les moyens de leur politique pour qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. On a également, alors maintenant, dans les questions que je pourrais poser pour faire vite, je trouve malheureusement un certain nombre de problèmes. Premier, c'est avec la RAF, avec ce fameux régulateur que tout le monde attend, appelle de nos voeux, et à qui, d'entrée de jeu, on coupe les ailes. Il n'a plus d'avis conforme, il n'a plus qu'un avis motivé. Voilà. Donc, voilà quelque chose qui, moi, m'interpelle directement. Je l'ai dit au ministre en personne. Je lui ai dit, attends, je ne comprends pas. Bon. Ensuite, la dette. La dette, c'est un sujet non négligeable. Eh bien, la dette, vous vous engagez, me dites-vous, pour 1 milliard d'économies en quelques années. Si on arrive, et je vous remercie pour votre honnêteté intellectuelle, si on arrive à stabiliser cette dette, ça sera déjà un grand progrès. Voilà où nous en sommes en France aujourd'hui. La dette est en dizaines de milliards d'euros. Et tout ce qu'on peut viser aujourd'hui, dans le meilleur des cas, eh bien, c'est la stabilisation de la dette. Je ne vous parle pas de la résolution du problème qu'est la dette. Personne n'en parle. Et pourtant, tout le monde sait que ça, c'est un vrai problème de fond et qu'il apparaît pas du tout. Bon. Ensuite, vous avez ce que l'Europe a appelé, et donc c'est un corollaire avec le JU, c'est ce qu'on a appelé les murailles de Chine. Cette indépendance de ce groupement des infrastructures unifiées. Là. Bon. Eh bien, si nous n'avons pas la garantie d'une autonomie et d'une indépendance des flux financiers, je m'opposerai à ce type de réforme. Je pense qu'il est souhaitable et nécessaire qu'il y ait là de véritables murailles de Chine particulièrement impénétrables. Il me restera ensuite à vous poser la question de savoir où vous situez les élus et les usagers dans cette démarche-là, parce que j'estime que les élus, et notamment les parlementaires, le Parlement, qui votent les réformes, qui votent les lois, qui votent le budget, qui vous permet d'avoir ensuite un budget en équilibre en fin d'année, ils ont besoin, ces élus, d'avoir leur place, et je le souhaite également ardemment, les usagers. Nous sommes tous au service de nos concitoyens, et donc je souhaiterais les retrouver. Et ensuite, une petite question taquine, que devient la gouvernance des gares ? Monsieur François Grignon. Francis, pardon, Grignon. C'est pas grave. Merci, Monsieur le Président. Alors, en préambule, je voudrais dire que pour bien m'imprégner de cette réforme et pour faire des comparaisons, j'ai interrogé des responsables de l'ADB aussi, parce que nos deux grands champions étant allemands et français, je trouve qu'il était intéressant de faire des comparaisons. Alors, je voudrais aborder le problème sous deux angles, ce qui est dans la loi et ce qui est hors la loi. Ce qui est hors la loi, je veux dire ce qui est en dehors de la loi. Pardon, excusez-moi. Alors, ce qui est dans la loi, j'avais des doutes au départ sur la gouvernance avec 2 personnes au directoire. Bien. Et à la réflexion, quand je regarde ce qui s'est passé en Allemagne, où on a en fait le comité DB AG et Mobility Logistic AG, on a là-bas 2 groupes, mais avec le même directeur. On a 2 groupes parce qu'à l'époque, il faut se le rappeler, en Allemagne, on voulait privatiser l'activité de l'opérateur ferroviaire, le faire entrer en bourse. S'il n'y avait pas eu cette idée, on n'aurait qu'un seul groupe. Donc moi, il me semble que ce qui est prévu dans notre loi aujourd'hui est tout à fait cohérent par rapport à ce qui se passe en Allemagne et que nous n'avons pas à faire plus séparer, ce qui nous pénaliserait par rapport à eux. Et comme nous sommes les 2 grands en Europe, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Deuxièmement, la RAF. Alors, au départ, dans le texte, j'étais un peu choqué par le rôle de la RAF qui n'avait plus qu'un avis qui n'était pas conforme, mais je crois que tout a été rectifié. Je pense que c'est à la satisfaction de tout le monde et que la RAF retrouve son rôle. Troisième sujet, le transfert au réseau de toutes les infrastructures qui sont en particulier chez SNCF Mobilité aujourd'hui. J'aimerais avoir, et là c'est une question, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si tout est bien transféré
pour qu'il n'y ait pas la tentation de certains de faire des blocages sur le terrain assez insidieux parfois. Et je pose en particulier le problème des cours de marchandises pour que les opérateurs de fret puissent y accéder librement, facilement, sans aucune contrainte, ainsi que le problème des facilités essentielles. En ce qui concerne ce qui est plutôt hors la loi, ou qui n'est pas traité dans la loi, pardon, il y a le problème de la dette, on l'a dit, 42 milliards, si vous pouviez me confirmer, 35 pour RFF, 7 pour la SNCF. Je dis simplement à mes collègues que chez l'ADB, pour un chiffre d'affaires plus important, c'est 17 milliards. Donc, pour qu'on ait ce chiffre en comparaison, donc j'espère que l'État va continuer à garantir cette chose. Sinon, ce serait véritablement une catastrophe. Mais ça, c'est une question qu'on posera au ministre. Toujours dans le domaine financier, j'ai quand même une interrogation. Si mes souvenirs sont bons, les sillons sont subventionnés à 40% aujourd'hui pour tous les opérateurs et jusqu'en 2015. Qu'est-ce qui se passerait si on ne continuait pas à faire cela? Est-ce que tout le transport de fret serait définitivement mort? Est-ce que tout le transport irait sur les camions? Ça, c'est une question très importante et j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Reste le problème du décret qui va tout définir, des négociations qui ont lieu. Bon, il y a une bonne chose dans la loi puisqu'on abroge l'article 1er de la loi de Vichy de 1940, parce que sans cela, rien n'était possible. Ceci étant, vous avez dit on rediscute avec 6 syndicats de l'organisation du travail, très bien. Vous avez dit que les employés qui étaient à statut, on les conserve, c'est parfait, je pense que c'est toujours comme ça. Maintenant, pour les nouveaux, est-ce qu'on va traiter d'un régime social, d'un régime différent de protection sociale et de retraite? Parce que c'est là que les coûts sont plus importants à côté de l'organisation du travail. Et donc, j'aurais voulu savoir, sans sans que vous dévoiliez toutes les discussions qui se font, si on va dans cette direction ou pas. Puis j'ai une dernière question qui amuse tout le monde, c'est la largeur des caisses. Sauf que, oui, monsieur, sauf que, et comme j'ai discuté avec l'ADB, moi je vais vous dire le point de vue de l'ADB, c'est que la SNCF a bien fait de faire ça parce qu'elle homologue un matériel, elle a partout le même matériel et la maintenance coûte beaucoup moins cher. Parce qu'en Allemagne, il y a des matériels différents suivant les régions et les trains qui roulent à Munich ne peuvent pas aller à Hanovre. Je ferme la parenthèse, merci de bien vouloir me répondre. Merci. Alors, Madame Hélène Masson-Maré. Monsieur le Président, oui, mes collègues, évidemment spécialistes, ont déjà pris la parole et c'est toujours difficile de parler après eux puisqu'ils ont pratiquement évoqué tous les sujets. Mais je voudrais revenir sur 2 choses. Je ne reviendrai pas sur la dette abyssale parce qu'effectivement, combler quelques pourcentages n'a rien à voir avec combler les milliards d'euros. Mais ça a déjà été dit. Je voudrais revenir sur le problème qui a surgi au moment où on a parlé des quais, du problème de raboter les quais. À ce moment-là, on a vu surgir la grogne des régions. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment revenir. Je crois que c'est un problème très important pour nous, surtout élus territoriaux. Alors, où est le problème vraiment? Nous avons déjà le président de l'association des régions françaises, Alain Rousset, qui a une phrase très jolie, mais qui veut bien dire la grogne, c'est-à-dire, il a dit, les régions ne sont pas des pigeons. Et il a tout de suite dit, je refuse de payer. Le problème du paiement a été résolu, donc ce n'est pas là-dessus que je vais revenir, mais là-dessus, une nouvelle association s'est créée. Et cette association, elle est donc, c'est Jean-Jacques Kéran qui en a pris la tête. C'est une association qui a pour nom une association d'études sur le matériel roulant. Et elle a évidemment pour but de reprendre pour les collectivités la main sur les équipements qu'elle finance, mais gérés par la SNCF. Donc ma question va être double. Comment voyez-vous, en tant que président, les futures relations, comment pouvez-vous les améliorer pour qu'il y ait éventuellement un partenariat plus intéressant avec les régions, pour qu'elles ne se sentent pas frustrées alors qu'elles sont celles qui payent mais qui n'ont pas la main sur la gestion, qu'elles ne trouvent pas assez transparente? Comment voyez-vous une amélioration? Et ma deuxième question est un peu plus vaste, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Il y a actuellement 2 réformes en cours. Une réforme sur les territoires,
sur un élargissement des régions et la réforme ferroviaire. Pour vous, si ces deux réformes sont menées, est-ce que vous voyez là une amélioration possible, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ou est-ce que c'est un nouveau casse-tête qui va se poser? Merci. Monsieur Jean-Jacques Filleul. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je veux dire d'emblée que j'approuve cette réforme. Je crois qu'il faut quand même dire les choses comme on les pense. Voilà. Je pense que un système intégré du ferroviaire me paraît aujourd'hui, ça me paraissait depuis longtemps, mais voilà, on est dedans et c'est plutôt une bonne chose. Et puis, je n'ai pas peur de dire aussi que votre discours d'entrée, Monsieur le Président, dans lequel vous, en fait, vous préparez à positiver dans votre organisation SNCF l'après système intégré, si je puis dire, me paraît aussi positif pour que la SNCF soit en ordre de marche par rapport à cette réforme. En même temps, il y a des questions évidemment qui se posent. Et nous avons évidemment regardé le débat en cours à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de questions qui vont venir chez nous aussi au Sénat. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer de votre point de vue. En particulier, la mise en conformité des règlements OSP. Il est clair qu'il y a aujourd'hui une contradiction très importante. Et vous avez vous-même rappelé que les 10 milliards de chiffre d'affaires hors de France, ce sont des atouts essentiels pour développer une industrie ferroviaire dans le monde, et la SNCF doit être le fer de lance de cette industrie, nous sommes bien d'accord. Mais cette réciprocité, ça devient un petit peu lourd actuellement. Je pense que le climat est un peu complexe. Le manque de réciprocité, évidemment, crée, je crois, des choses qu'il va falloir là aussi éclairer assez rapidement. Vous avez évoqué le problème des AOT régionales. Mais pour en avoir débattu encore récemment avec le rapporteur à l'Assemblée nationale, il semble qu'il faut éclairer ce que c'est que vraiment une autorité régionale de plein exercice. Il y a des questions qui se posent et avant le débat au Sénat, j'aimerais bien qu'on puisse avoir votre avis sur cette affaire-là. Je suis totalement d'accord avec votre point de vue de réunification du foncier. C'est indispensable, vous l'avez dit, je ne répète pas, mais je me pose la question, est-ce que dans la future organisation, ne faudrait-il pas affecter le foncier comme une compétence de l'EPIC de tête? Et quel type de compétences vous voyez dans l'EPIC de tête? En règle générale, moi, je verrais bien un certain nombre de compétences pour que ce soit un outil, comment dirais-je, intéressant, quoi, qui joue un rôle dans un certain nombre d'éléments du système intégré, en particulier, pourquoi pas, des services communs. Bon, moi, j'aimerais avoir votre point de vue identique pour la liberté tarifaire. On sait que les régions sont sur ce débat. C'est une question qui vient et sur laquelle il va falloir qu'on avance ou qu'on cale nos réflexions. Deux derniers points. Vous avez rappelé que vous voulez limiter les LGV, les TGV. OK. Libérer plus les TER, évidemment, c'est très important. Mais quid des TET? Nous avons l'impression qu'il y a peut-être un freinage, y compris de l'État, sur les TET et peut-être une vision, comment dirais-je, à éclairer sur un certain nombre de lignes TET qui seraient prioritaires par rapport à d'autres. Voilà. Donc là encore, c'est important que l'on puisse avoir votre éclairage. Puis la question a été posée, mais je ne me prive pas de revenir dessus, sur les gares. Il y a vraiment, en particulier sur les gares importantes, celles qui jouent un rôle, y compris commercial dans la ville. Entre SNCF Mobilité, SNCF Réseau, voilà, on a, avant ce débat au Sénat, j'ai personnellement quelques interrogations et j'aimerais bien avoir votre point de vue.
Merci, monsieur. Madame Evelyne Didier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pépi, vous nous avez dit que bien expliquer la différence entre votre rôle et celui du ministre. Nous avons bien entendu, nous saurons poser les questions qu'il faut à Monsieur le ministre, mais tout de même, vous n'êtes pas pour rien dans ce qui est sorti des travaux du gouvernement. Je veux dire que vous avez été un partenaire privilégié. Il ne faut pas que vous soyez si modeste. Quand on parle du système intégré, le système intégré, vous savez que pour nous, c'est quelque chose d'important et nous aurions souhaité qu'on revienne à un système totalement intégré. Et pour mesurer la réalité et la véracité de l'intégration, peut-être pourriez-vous nous donner votre sentiment sur les compétences que seront les compétences de l'EPIC de tête, dans la mesure où c'est ça qui, en fait, va nous permettre de mesurer le niveau d'intégration. La troisième chose, c'est l'utilisation du réseau. Depuis que je suis au Sénat, à la Commission des affaires économiques, nous avons entendu parler de la qualité du réseau et de la régénération nécessaire du réseau. C'est une question récurrente et donc je crois que de ce point de vue, aucun gouvernement et donc aucun groupe politique ne peut reprocher à l'autre, en tout cas pour les partis qui ont été au gouvernement, de ne pas avoir fait le nécessaire. Je crois que c'est une responsabilité véritablement collective. Pouvez-vous nous indiquer, à votre avis, combien de temps, peut-être aussi combien d'argent, mais combien de temps faudra-t-il pour que le réseau soit à peu près à niveau? Dans combien de temps peut-on sortir raisonnablement de cette situation? Parce qu'effectivement, je pense que tant qu'on n'aura pas fait ça, le développement, l'utilisation des sillons, toutes ces questions ne pourront pas être traitées convenablement. Vous avez à un moment donné évoqué la question des délaissés, des propriétaires, des propriétés, etc. Et vous avez indiqué que celui qui décide paye. Vous prêchez totalement une convaincue. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur d'autres sujets. Merci. Oui, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire comme Michel, je vais en laisser pour mes collègues. Merci, Evelyne. Alors, Monsieur Charles Revet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pépi, vous avez en préambule indiqué que vous étiez là en tant qu'opérateur et que vous n'interveniez pas dans le projet de loi de réforme ferroviaire qui nous est soumis. Je m'interroge, honnêtement, bon, comme vient de le dire Evelyne Didier, je suppose que vous avez déjà donné votre avis au ministre et que notre rapporteur a eu l'occasion de vous écouter. Et moi, vous êtes ici devant la commission qui va établir le texte qui sera soumis à l'Assemblée. Ce n'est pas le texte le projet du gouvernement, c'est le projet qui sortira de notre commission. Or, comment voulez-vous, j'ai été le rapporteur des grands ports portuaires, j'ai reçu tous les présidents et directeurs généraux de ports autonomes. Si vous, qui êtes l'acteur principal, ne dites pas s'il y a dans le texte qui est présenté des points qui vous préoccupent, comment voulez-vous qu'on le sache? Donc, quelque part, non seulement il y a le rapporteur, mais il y a l'ensemble de la commission. Donc, me semble-t-il, non seulement il ne serait pas gênant, mais il serait normal et utile, s'il y a des éléments qui vous préoccupent, de nous le dire. C'est à nous, après, de juger comment éventuellement on l'intègre ou pas. Mais enfin, ça, c'est une réflexion de principe. Hein, bon. Alors, je vais en venir maintenant, puisque vous êtes l'opérateur, et je vais participer un peu aux mêmes questions qui ont été posées il y a un instant. Bon, on connaît la situation tout à la fois de réseau ferroviaire et autres. Il y a eu l'étude de l'école polytechnique de Lausanne, il y a eu le rapport de la Chambre de la Cour des comptes ici, honnêtement, qui était quand même très, très, très préoccupant. Or, à un moment où tout le monde s'accorde à dire qu'il faut redonner au ferroviaire une vraie place, qu'il faut le développer, et je vais vous poser une question dans un instant concernant le transport fret, qui me préoccupe en tant que
responsable des ports ici au Sénat. Moi, je souhaiterais, la question vous a déjà été un peu posée, existe-t-il, en partenariat avec RFF, vous travaillez en partenariat, vous l'avez d'ailleurs cité et je crois que c'est utile, mais existe-t-il un bilan, un état des lieux précis de la situation et une projection de ce qu'il faudrait faire en termes de coûts et en termes de délais pour que véritablement le réseau ferroviaire dont on a été, et le système ferroviaire dont on a été fier durant de très longues années, retrouve sa place, puisque c'est un objectif, par-delà nos idées politiques, que l'on partage tous en commun, en disant qu'il faut le développer. Et alors, est-ce que ça existe? C'est le premier point. La deuxième question, c'est quid? Il existe à peu près 10 000 km de voies ferrées secondaires qui sont inutilisées, vous l'avez abordé tout à l'heure. Ce qui nous préoccupe, c'est d'abord l'entretien, bien sûr, mais c'est aussi, peut-on envisager, puisqu'on veut développer le transport collectif, de réactiver, y compris, vous l'avez cité, vous savez que j'en suis un amateur, la mise en place du tram-train, puisqu'on a un réseau ferroviaire extraordinaire en France, peut-être l'un des meilleurs qui existe, qui a été conçu par nos aînés, nos ancêtres. On se demande comment ils ont pu le faire alors qu'on n'arrive pas à avancer aujourd'hui. Ce n'est pas le président de la Commission qui dénonce la situation dans ce département souvent, qui peut me dire le contraire. Quid? Est-ce que dans les perspectives, c'est peut-être pas demain, mais c'est après-demain, on peut envisager une réactivation d'un certain nombre de lignes, y compris sous forme de tram-train? Et ma dernière, pour ne pas aller trop loin, mais j'en viens au port. Vous savez que la part SNCF, la part ferroviaire du fret, elle est presque rien aujourd'hui. Presque rien, soyons clairs. Or, tout le monde souhaite que ça augmente, non seulement à l'intérieur, mais surtout sur les longues distances. On a la chance d'avoir en France les deux plus grands ports européens, a priori, qui sont Marseille d'un côté et Le Havre, que je connais un peu mieux chez nous. À partir du Havre, on devrait pouvoir aller jusqu'en Europe centrale. Or, pour l'instant, ça ne se fait pas ou pratiquement pas. Y a-t-il une possibilité d'examiner la situation précise? Je l'ai dit au ministre hier, puisqu'on avait deux fois, moi j'ai fait une question hier matin sur la Seine-Maritime, et hier après-midi on a examiné ça, et j'en lui en ai parlé. Peut-on imaginer quand même qu'on regarde les choses à peu près, que nous soyons associés, parce que même si nous ne sommes pas exécutifs, nous sommes quand même intéressés par ce qui va se passer, à l'examen comment dirais-je, d'un parcours qui permettrait d'aboutir à ces objectifs, parce que ça me paraît tout à fait essentiel. Et dernier point, peut-être pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez affirmé, qui paie décide, qu'est-ce que vous sous-entendez par là, par rapport notamment aux régions qui interviennent beaucoup, et jusqu'où éventuellement il pourrait y avoir une évolution. Merci. Monsieur Alain Houpert et ensuite Monsieur Roland Ries pour la dernière question. Monsieur le Président, je ne suis pas un spécialiste du ferroviaire comme Monsieur Nègre ou Monsieur Grignon. Je vais parler en tant que usager de la SNCF. On a parlé tout à l'heure de la dette qui est abyssale, mais je pense que la dette vient aussi d'un système social qui a été très généreux et différent du système social général. Donc je pense que dans les réformes, ça veut dire un peu révolution. Il faudra faire une réforme en profondeur. Je pense que j'ai cru savoir que dans vos actifs, dans vos collaborateurs, il y a moins d'actifs que de retraités. Donc je pense que votre dette est quand même en partie dans ce chapitre, et les investissements automatiquement en souffrent. Et nous avons besoin d'investissements. Nous avons fait des élections européennes il n'y a pas très longtemps, et je pense que l'Europe a besoin d'une harmonisation dans tous les secteurs, et en particulier dans le système ferroviaire. Et je pense que on fait des réformes toujours franco-françaises dans chaque pays, mais je pense qu'il faudrait un grand plan européen ferroviaire pour harmoniser
parce que voyager en Europe avec un train, c'est quand même difficile. Malheureusement, c'est plus facile en avion. Le train, pour moi, ça doit être un moyen de déplacement populaire. Et je constate que le train coûte cher. Et pour un Français moyen, quelqu'un qui vient de la classe moyenne, se déplacer, si ce n'est pas son entreprise qui paye le déplacement, se déplacer en famille, c'est quand même très cher et il faut être ingénieux, consulter Internet, prévoir à l'avance pour avoir des prix défiant toute concurrence. Donc c'est vraiment un parcours du combattant pour se déplacer. Et ce n'est pas que mon avis, hein, en tant que sénateur, les gens nous disent régulièrement que le train coûte cher. Et quand c'est souvent plus facile et ça coûte souvent moins cher de partir de la province à Paris en voiture. Et ça, c'est dommage. Et je pense que le train est un outil de développement durable pour faire en sorte que notre planète soit plus propre et plus belle. Bon, il y a eu ce fameux bug sur le rabotage des trains. Je pense qu'il faut vraiment... c'est une illustration du bordel permanent, quoi. Il faudrait qu'on arrive à communiquer entre les régions, entre la SNCF. Vous allez faire un épique de tête, c'est très bien. Et ce qui serait mieux, ça serait de rassembler RFF et la SNCF. Il y a aussi Alstom. Ça ne vous concerne pas, mais je pense que le capital d'Alstom qui va partir à l'étranger, je pense que c'est un drame franco-français. Parce que la vitrine de la France a quand même été les TGV, qui ont été initiés, lancés sous M. Pompidou, Giscard d'Estaing, inaugurés par François Mitterrand. Mais cette vitrine, elle se dégrade fortement. Quand on monte dans le TGV, on voit quand même du matériel roulant qui est très très vieux. Et les gens qui se déplacent en train, maintenant, le temps est compté. Ce sont des gens qui travaillent dans le train. Et l'accès aux nouvelles technologies dans les trains, moi j'ai la chance de voir des trains italiens qui passent à Dijon. On est heureux parce qu'il y a tout, ça marche bien. Et il faudrait aussi travailler avec les opérateurs de téléphonie mobile. Je sais que vous avez un contrat avec SFR. Quand on n'a pas la chance d'être sur SFR, c'est très difficile pas de téléphoner parce que c'est interdit, mais d'envoyer des SNCF, des SMS, et le lapsus est révélateur. Des SMS, c'est d'envoyer des mails couplés à notre iPad ou notre ordinateur. Je pense que le TGV a été une vitrine du progrès français. Il faudrait mettre une part d'investissement justement sur ce travail avec les opérateurs pour qu'il y ait au moins une mutualisation, ce qu'on appelle l'itinérance sur vos pylônes SNCF, SFR, que vous mettiez l'itinérance. C'est-à-dire que obliger votre programmateur, votre SFR, à relayer les deux autres opérateurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous n'avez rien à voir avec RFF, mais nous, en tant qu'élus proches des élus locaux, on a vraiment beaucoup de demandes. Et cette dichotomie entre le gestionnaire de réseau et l'utilisateur de réseau est complètement absurde. Parce que régulièrement, moi j'ai des maires qui sont traversés par une voie ferrée et qui ont un pont qui passe sur une petite ligne, et c'est une voie communale. Et ça fait des années qu'ils essayent de pouvoir rénover cette voie communale, mais le pont appartient à RFF. En particulier, si vous pouvez en parler à M. Ropoport, j'ai un village qui s'appelle Poinçon-les-Larrets, où il y a un train qui se passe par jour, et ce maire, ça fait 20 ans qu'il essaye de réouvrir cette voie communale. Et ses habitants sont obligés de faire 20 km pour aller... c'est un peu comme la traversée du Rhin, quoi. Voilà, il y a des reins partout en France qui sont des lignes de chemin de fer de petite capacité. Et je pense que ça serait
faire du bien, caresser l'âme des citoyens français, qu'on puisse justement, grâce à cette épique de tête, faire en sorte que le bon sens règne sur notre France. Oui, et l'Europe, elle est là pour créer des géants de l'industrie, Donc il faut travailler vraiment pour qu'il y ait un programme ferroviaire européen. Et là, on sortira par le haut. Merci. Merci. Monsieur Roland Ris. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, dire à mon collègue que le passage du Rhin, aujourd'hui, ça ne pose pas trop de problèmes. Hein. On a pas mal progressé par rapport à une certaine époque. On a de nombreux ponts. Bon, je voudrais... Beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais ajouter 2 ou 3 points qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que moi, je m'adresse au président d'une société, qui est évidemment une société pas comme les autres, la SNCF, qui est opérateur de transport ferroviaire. Et donc je comprends et j'approuve les prudences de Guillaume Pepy pour ne pas mélanger les genres. Moi, je suis très attaché à la distinction entre autorité organisatrice et opérateur de transport. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes fonctions. Et pour ce qui concerne le transport urbain, cela fait très longtemps maintenant qu'on fait cette distinction, même si l'opérateur peut éclairer les choix de l'autorité organisatrice, ce n'est pas à lui de les faire. C'est important de rappeler cela parce que on a trop longtemps vécu sur la base d'une SNCF, État dans l'État, à la fois autorité organisatrice et opérateur. Or, cette situation qui a duré très longtemps, aujourd'hui, elle ne doit pas durer. Et je pense qu'un des objectifs de la réforme ferroviaire, c'est bien d'aller dans ce sens-là. Et moi, j'approuve globalement ce projet de loi parce que je pense qu'il est indispensable de faire évoluer à la fois la conception que nous avons de l'autorité organisatrice ferroviaire et de l'opérateur. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est les aspects politiques de tout cela. Je ne parle pas de politique politicienne, je parle de politique ferroviaire. Moi, je pense qu'il y a un modèle qui fonctionne depuis longtemps et qui fonctionne plutôt bien. En France, je ne regarde pas trop vers l'étranger, même si on peut tirer des leçons de ce qui se passe en Allemagne ou ailleurs. Ce modèle, c'est le modèle de la DSP, la délégation de services publics, qui fonctionne dans le transport urbain et qui consiste, pour l'autorité organisatrice, à définir un cahier des charges, à dire ce qu'on veut, quelles sont les stratégies, quels sont les objectifs qu'on se fixe et quels sont les moyens qu'on se donne pour les atteindre. Et ensuite, eh bien, il y a une concurrence régulée, pas une concurrence sauvage, sur la base du cahier des charges, avec la possibilité pour les autorités organisatrices de choisir soit la régie, elles font en direct les choses, c'est possible, ça existe dans un certain nombre de villes françaises, pas trop nombreuses, mais il y en a, soit la délégation de services publics à une société d'économie mixte, soit la délégation de services publics à une société privée. C'est ouvert, et ça fonctionne comme ça depuis les années 80, avec donc une liberté laissée aux uns et aux autres. Alors, le modèle n'est pas transposable tel quel, naturellement, parce que le système ferroviaire est, non seulement est national, mais il est international, et évidemment, on ne peut pas séparer les secteurs et dire là, on fait comme ça, et là, on fait autrement. On peut le faire, mais il faut qu'il y ait une régulation qui se fasse par ailleurs. Donc, moi, je suis favorable, je suis un social-démocrate invétéré, c'est comme ça, depuis toujours, je n'ai pas changé, moi. C'est-à-dire que il y en a d'autres,
Mais ne me demandez pas qui. Ne donnez pas qui. Non, 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 non. Je ne me laisserai pas entraîner dans ces voies non ferroviaires. Je pense que la concurrence et le marché a son importance comme moteur du développement, mais le marché est aveugle et il faut le réguler. Il faut le réguler. Je suis pour une concurrence régulée, comme nous le faisons dans les autorités organisatrices urbaines. Tout le monde ne sera pas d'accord ici, mais c'est mon point de vue et je le défendrai, y compris dans le débat parlementaire. Ça, c'est pour les aspects politiques. Deuxième élément, troisième, les régions, les autorités organisatrices régionales. Elles n'existent pas aujourd'hui. Elles n'existent pas. En tout cas, elles n'existent pas sous la forme accomplie qui devrait être la leur. Et qu'on fasse des grandes régions ou des petites régions ne change rien. Pour qu'il y ait autorité organisatrice, il faut qu'il y ait, une compétence clairement identifiée entre la région et l'État, et deux, qu'il y ait une recette, une ressource dédiée. On en a peu parlé, mais s'il n'y en a pas la ressource, si les régions n'ont pas les ressources, ce sont des paralytiques, des impuissants où elles puiseront sur leur budget normal pour essayer de faire le moins mal possible. Mais on arrive aux limites de ce système. Aujourd'hui, si on n'y arrive pas, alors ça peut être le VT, interstitiel ou additionnel, à voir, ou ça peut être autre chose. Quatrième élément, la dette. Moi, je pense que l'objectif de stabilisation de la dette, il est indispensable, mais il faut qu'il se fasse sur une base simple et claire, même si ce n'est pas directement de votre compétence. Cette base, c'est qu'on n'investit qu'à la condition que l'investissement soit adossé à des recettes prévisionnelles. Et on n'investit pas pour augmenter la dette, pour laisser filer la dette dont on ne sait déjà plus aujourd'hui comment on la gère. Donc, notamment pour les TGV, eh bien, ou pour la restructuration, l'amélioration, la modernisation du réseau, les deux étant évidemment à mettre en parallèle, il faut avoir des recettes dédiées, des perspectives d'amortissement de ces investissements, sinon on continuera à laisser filer la dette. Et enfin, il y a un dernier sujet qui me tient à cœur, c'est la question du fret ferroviaire. Là aussi, on est dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une concurrence non régulée entre la route et le ferroviaire. Et l'éco-redevance va dans ce sens. Elle est destinée à internaliser dans les coûts de la route les frais d'infrastructure qui sont internalisés dans le ferroviaire. Et donc la concurrence est faussée de ce point de vue. Il faut absolument que cette éco-redevance, on puisse la mettre en place. Il y avait un consensus politique là-dessus, il s'est un peu effiloché au fil du temps, il faut le retrouver, c'est indispensable, sinon non seulement on aura le problème du fret, mais on aura aussi le problème de l'appel à projet, les 450 millions dont on ne sait pas aujourd'hui comment on les financera. Voilà, alors ce sont des questions sans être vraiment des questions, Monsieur le Président, mais si vous pouviez peut-être répondre à mes collègues l'ont fait, à ces questions sensibles, la dimension politique, même si ce n'est pas votre rôle peut-être en direct, la dette, les régions et le fret. Merci. Alors, dernière question, Madame Anne-Marie Escoffier. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vraiment deux questions très très courtes, parce que je m'associe à toutes les questions déjà posées et sur lesquelles vous apporterez des réponses. Je m'interrogeais simplement sur le patrimoine de la SNCF, qui est considérable. Vous avez parlé du problème des fonciers, des projets bloqués, etc. Mais il y a aussi un problème de foncier que SNCF serait susceptible de vendre, donc de faire rentrer dans ses actifs. Et j'aurais aimé savoir
savoir un petit peu, avoir un peu une connaissance de l'ensemble de vos projets sur ce sujet-là. Deuxième question aussi très très courte, on a parlé du transport ferroviaire, voyageurs et fret. On n'a pas parlé de l'avion, on a un peu parlé des routes. J'aurais voulu savoir comment, au niveau national, en termes d'aménagement du territoire, on met en cohérence l'ensemble de ces moyens de transport. Voilà, deux questions courtes. Merci, monsieur. Alors, monsieur Jean-Pierre Bosino, on ne va pas vous priver de poser la dernière question. Merci, Monsieur le Président. Oui, très, très court aussi, puisque beaucoup de choses ont été dites, mais j'aurais aimé savoir si on avait une évaluation du mur de travaux dont nous parlait le président Pépi tout à l'heure, et comment on gère cette contradiction entre un mur de travaux, qui m'apparaît comme une contradiction considérable, et puis cette volonté de réaliser toujours des économies sur les investissements et la gestion du réseau. Première question. Deuxième question, est-ce que, puisqu'on parle beaucoup de faire des économies, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la possibilité de faire grandir les recettes? Parce que pour réduire une dette, il y a évidemment la possibilité de faire des économies, mais il y a aussi possibilité de faire grandir des recettes. Est-ce qu'il y a une réflexion, tout en préservant les usagers des transports, évidemment, quelle possibilité de faire grandir les recettes? Et puis, dernière question, elle concerne les personnels. On a entendu la question du statut, donc les cheminots sous statut actuel restent sous statut, et puis en même temps on négocie une convention collective qui concernera 100% des agents. Quel sera le statut des nouveaux embauchés de la SNCF pour la suite? Parce qu'évidemment, ça a déjà été posé, mais c'est une question importante, une question sociale. Et puis, du coup, dans la foulée, ça m'amène à ce dernier mot, quid de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire? Parce qu'on parle d'autorité organisatrice des transports, mais du coup, ça pose quand même la question de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire pour le service public de transport ferroviaire. Très bien. J'ose pas dire en 2 mots. Allez, en 3. Bien. Bon, d'abord, merci beaucoup parce que je trouve qu'on a, si vous me permettez, une réaction personnelle. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet de toutes les questions de court, moyen, long terme qui sont appelées par le sujet. Donc, je vous prie d'excuser par avance le caractère un peu lapidaire des réponses parce que, évidemment, chacune d'entre elles pourrait mériter un débat assez approfondi sur les tenants et les aboutissants. Je vais essayer de reprendre les questions de chaque interlocuteur parce que sinon, je pense qu'on va en oublier. Mais être très bref à chaque fois. Monsieur Teston a posé 4 questions. D'abord, la gestion par activité qui est en vigueur à la SNCF depuis 1991, donc depuis maintenant une vingtaine d'années, ne crée-t-elle pas des rigidités? Elle s'est substituée à une gestion par circonscription géographique, on va dire presque par canton. Oui, c'est un risque, vous avez raison. Mais en même temps, je veux donner aux sénateurs un exemple. Moi, j'ai connu la SNCF à l'époque où il n'y avait pas la gestion par activité. Ça se passait comment? Eh bien, c'est très simple. Toutes les ressources, quelles qu'elles soient, allaient prioritairement aux voyageurs et le fret était la dernière roue du carrosse et la variable d'ajustement. Un pépin sur un train régional, on prend le conducteur du train de fret. Le résultat, c'est que l'activité fret avait une qualité de service honteuse. Et aujourd'hui, j'assume le fait qu'un conducteur du fret ne peut pas, sauf cas, on va dire de bon sens, être entre guillemets prélevé par l'activité TGV ou l'activité TER, parce que si ça se trouve, ce qui est derrière, c'est, pour le client en fret, pour le chargeur, c'est le choix modal. Si on rate plus de 1 ou 2 fois par mois ou par an
ce transport de fret, eh bien, ça passera à la route parce que l'industriel ne peut pas le supporter. Donc, je partage avec M. Teston le fait que c'est une question compliquée hein, et qu'il faut du bon sens, il faut un peu de pragmatisme, mais on ne sauvera le fret qu'avec des moyens dédiés. Et de la même façon, on parlait des autorités organisatrices, chacun des présidents de région veut savoir quels sont les moyens effectivement mis en œuvre par la SNCF pour rendre le service public, de telle sorte qu'ils puissent apprécier d'abord la transparence financière, savoir s'il n'est pas grugé dans cette affaire-là, et puis qu'ils puissent aussi se faire une opinion, disons-le crûment, sur le rapport coût-efficacité des moyens qu'on y met. Donc oui, gestion par activité, en même temps, il ne faut pas être doctrinaire. Deuxième point, Intercités. C'est bien, je trouve intéressant que vous souleviez ce sujet. Il y a une vaste mise à plat à faire, puisque le premier contrat vient à échéance le 31 décembre 2014. Nous avons commencé cette mise à plat. Et pour moi, la piste la plus prometteuse, c'est celle de la commission Mobilité 21, qui recommande la création d'une activité, en quelque sorte, de train rapide de grande ligne en France, comme il en existe en Allemagne, des trains qui roulent à 160, 200 ou 220, qui sont rapides et qui, en même temps, ne supposent pas l'investissement des lignes à grande vitesse. C'est la recommandation principale du rapport, moi je la crois très porteuse pour l'avenir des intercités, qui aujourd'hui se définissent par ni TER, ni TGV, ce qui n'est pas terrible. Il vaut mieux que le nini, il vaut mieux créer une vraie activité qui correspond à un besoin d'aménagement du territoire, vous avez rappelé le mot. Troisième question sur les régions. Il y a eu une crise. Et j'ai dit, y compris au Sénat, que dans cette crise, les régions avaient largement raison. Nous sommes en train de sortir de cette crise. 3 exemples. Premier exemple, les contentieux financiers sont quasiment tous réglés. Il n'y a plus de suspension de paiement et nous avons signé des avenants dont la caractéristique est que, en 2015, voire même en 2014, le devis sera stable à offre constante. C'était la demande des régions pour la raison qu'a indiqué Roland Ris, pas de recettes nouvelles, et c'est ça les avenants que nous sommes en train de signer. Et donc, je ne dis pas que tout est rose sur le plan financier, mais le message des régions est entendu et on travaille à faire des économies sans réduire le service public. Deuxième exemple, j'ai proposé au congrès de l'ARF qui s'est tenu à Nantes l'automne dernier, j'ai proposé au nom de la SNCF, opérateur, 3 choses, liberté tarifaire, j'ai proposé propriété régionale des matériels, j'ai proposé gouvernance régionale des gares. C'est une proposition qui émane de l'opérateur, mais c'est un débat politique qui revient au gouvernement et au Parlement de trancher. Et enfin, le troisième exemple de cette sortie de crise, c'est le fait que je suis favorable à ce que les comptes TER de la SNCF soient certifiés, ce qui est une façon, comme pour toutes les activités, d'avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpaiement, soit qu'ils soient validés par la RAF, ce qui est une des propositions qui est dans les amendements qui vous seront soumis. En tout cas, moi, je suis favorable à ce que les régions soient sûres et certaines qu'elles ne sont en aucune manière entre guillemets, chargées de paiement qu'elles ne devraient pas faire. Quatrième sujet, le sujet de la grève. La réforme qui est proposée aujourd'hui, elle fait l'objet d'un très vaste consensus politique, au moins sur sa nécessité et sur son principe. Ça, c'est un point très important. Il n'y a pas aujourd'hui de groupe qui conteste l'utilité d'une réforme. Son contenu, maintenant, je comprends que et le gouvernement, par la voix de Frédéric Cuvillier, et votre commission et celle de l'Assemblée ont examiné, voire adopté, des très nombreux amendements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la porte est ouverte. Il y a une marge de manœuvre pour la discussion. Et donc, je me permets de dire que 2 organisations syndicales sur 4 lancent dès aujourd'hui un préavis de grève me paraît un peu prématuré, peut-être un peu précipité,
Surtout si l'on prend en compte le fait que le ministre des Transports a annoncé, il y a quelques jours, qu'il recevrait l'intersyndicale le jeudi 12 à 15 h. Et donc, entre l'apport du travail des commissions et l'apport du travail du Parlement d'une part, entre le rendez-vous que les organisations syndicales ont avec le gouvernement et le ministre chargé des Transports, il me semble qu'il y a place pour une discussion utile, nécessaire. J'observe enfin qu'il y a 2 organisations syndicales qui ont déposé ce préavis. Il y a 2 autres organisations syndicales qui n'ont pas déposé de préavis. Et par conséquent, il faut, me semble-t-il, quand moi je m'exprime comme responsable de cette entreprise, souligner et l'existence d'un préavis et l'existence aussi d'organisations syndicales qui ne se sont pas jointes au préavis. Enfin, je signale, parce que je pense que les cheminots savent faire preuve de responsabilité, que le lundi 16, 600 000 lycéens passent le baccalauréat et que le baccalauréat, c'est le résultat de plusieurs années de travail pour les 600 000 lycéens et les lycéens comptent sur le service public. Et il faudra que le service public soit au rendez-vous le lundi 16, car personne ne peut imaginer que 600 000 familles puissent être perturbées par un mouvement social pour lesquels les familles considérées n'ont que peu de marge de manœuvre, pour le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, maintenant la discussion est engagée, la discussion continue, le ministre les reçoit, il y a un débat parlementaire. Il me semble que toutes les garanties d'ouverture sont aujourd'hui sur la table. Question de M. Louis Nègre. La RAF, j'ai mentionné il y a quelques instants le fait que, comme opérateur, nous souhaitons un régulateur fort. Maintenant, le réglage des compétences du régulateur ou de l'administration, ça c'est vraiment une question politique. Il faut en tout cas un régulateur fort, un régulateur qui est juridique et économique. Je reviendrai sur la dette dans un instant. Sur la place des élus et des usagers dans la proposition de Frédéric Cuvillier. Mon opinion, c'est qu'on n'a jusqu'à présent pas assez pris conscience de ce qu'est le conseil surveillance du ferroviaire qui est proposé par le projet. C'est une innovation considérable. Si je force un tout petit peu le trait, aujourd'hui, Jacques Rapoport et moi, nous présidons nous-mêmes nos conseils d'administration. C'est une particularité française. C'est l'exécutif qui préside lui-même le conseil d'administration de l'entreprise. Alors il y a la tutelle, mais enfin, ce n'est pas la même chose. La proposition qui est faite dans le projet, c'est le système allemand. Il y a des gens qui gèrent et il y a des gens qui contrôlent. Eh bien, cette proposition-là, qui n'était pas la nôtre, mais que le gouvernement vous propose, elle me paraît être un progrès considérable. Le président du conseil de surveillance qui sera nommé aura donc 2 responsabilités lourdes. Premièrement, de recevoir très périodiquement le rapport et de discuter du rapport devant le conseil de surveillance du directoire. Et en Allemagne, j'indique que ça dure une demi-journée tous les 2 mois, où les dirigeants sont passés au grill du conseil de surveillance. Et deuxièmement, le conseil de surveillance, comme en Allemagne, il définit et met en œuvre une politique ferroviaire du pays sous le contrôle des autorités politiques. Et donc le conseil de surveillance, son président, c'est une institution fondamentale et à l'intérieur de laquelle le gouvernement a dit il y aura les régions, il y aura les représentants des usagers. Un petit mot a été dit par M. Grignon sur le directoire. Le directoire, là encore, on est dans le système que nos collègues allemands ont choisi, qui est quand même pas si bête que ça. Il y a 2 entités. Il y a une entité de réseau avec un PDG. Il y a une entité de service avec un PDG. Et la proposition du gouvernement qui vous est faite est de dire ces 2 PDG constituent un binôme, on dirait même, un couple qui est solidairement responsable devant le conseil de surveillance et le pays de la bonne marche du système. C'est quand même difficile de faire plus simple.
Et c'est quand même difficile de faire plus efficace, puisque les deux responsables seront conjointement responsables du fonctionnement commun. Aucun ping-pong, aucun jeu tactique, une responsabilité solidaire entre le réseau et le service sur le bon fonctionnement du service public. Enfin, sur les gares, c'est une question très débattue. Il y a la moitié des pays d'Europe qui ont mis les gares du côté du réseau, et il y a la moitié des pays d'Europe qui l'ont mis du côté du service. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Avec Jacques Rapoport, on en a longuement discuté, et notre recommandation, puisque M. Revet, j'assume tout à fait d'avoir fait des recommandations, j'y reviendrai dans un instant, notre recommandation est plutôt de les laisser du côté du service pour deux raisons. La première, c'est que la réforme est déjà énorme. Et Jacques Rapoport le dira devant votre Assemblée, ajouter un volet gare avec les 10 000 personnes qui travaillent dans les gares et qui sont des métiers d'accueil, des métiers clientèle, les ajouter au réseau, Jacques Rapoport a dit, c'est vraiment charger la barque. Et la deuxième raison, c'est que je constate de la part des concurrents actuels et futurs de la SNCF, il y en a quelques-uns aujourd'hui, je constate que le système que vous avez mis en place, vous, le Parlement, en 2009, vous avez créé une entité à l'intérieur de la SNCF qui s'appelle Gares et Connexions. C'est une loi de 2009. Ce système-là, assez récent, n'est contesté par personne. Et pas par les concurrents de la SNCF. Il n'y a aucune affaire contentieuse devant la RAF, ni devant l'autorité de la concurrence. Donc, ma recommandation, c'est de ne pas traiter des problèmes qui ne se posent pas avec une acuité particulière, et donc de conserver Gares et Connexions que vous avez créé en 2009 dans l'entreprise de service. En revanche, les cours marchandises, question claire de M. Grignon, réponse claire, oui, elles sont transférées par le projet. Je pense avoir donc dit quelques mots sur les questions de M. Grignon, et M. Grignon insistait aussi sur le fret. Et M. Ries y est revenu, et plusieurs autres interlocuteurs, je l'ai noté également. Sur le fret, je veux dire les choses avec engagement et un peu de passion. On n'est plus, il y a 4 ans, où Fret SNCF était en semi-faillite. On n'est plus là. On a travaillé avec les équipes de Fret SNCF, avec les clients, avec les organisations professionnelles. On n'est pas totalement sorti d'affaires, mais je veux vous donner les chiffres. En 2008, la marge opérationnelle est négative de moins 380, presque moins 400 millions. Cette année, elle sera négative de l'ordre de 100 à 120. Nous avons fait presque les 3/4 du chemin du retour à l'équilibre. Nous avons stabilisé les volumes depuis l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons recentré Fret SNCF sur les flux qui sont les flux de long parcours, là où on est compétitif par rapport à la route, et nous avons recentré sur le portuaire, cher à M. Revet, sur le combiné, sur les autoroutes ferroviaires et sur les trafics européens. Ce niveau est très bas, incontestable, mais ça commence à repartir. Et cette année, nous sommes déjà en volume à plus de 2%. Et la vérité, c'est que Fret SNCF regagne des parts de marché sur ses concurrents. Enfin, ce qu'on a appelé dans un langage rapide le plan Borloo, qui date de 2007-2008, qui prévoyait des investissements et des nouveaux produits sur le fret ferroviaire. Ce plan se met en œuvre. Les autoroutes ferroviaires, le combiné portuaire, le fret européen. Bref, nous sommes en train d'inventer, année après année, un nouveau fret ferroviaire. Enfin, dernier point, la satisfaction des clients. Alors évidemment, quand les clients sont satisfaits, ça n'intéresse personne, comme quand les trains arrivent à l'heure. Mais c'est aussi mon rôle de dire que les 9000 cheminots du fret ont fait un boulot extraordinaire. Vous vous souvenez sans doute qu'en 2010-2011, sur 2 ans, la satisfaction des clients a augmenté de 10 points. On vient de terminer l'enquête 2012-2013. La satisfaction a augmenté de 18 points. 84% des chargeurs clients de Fret SNCF sont très satisfaits ou satisfaits. Il en reste donc 16% qui ne sont pas satisfaits. Il y a encore du boulot.
Mais je veux devant le Sénat réaffirmer que l'engagement des cheminots, les efforts sur eux-mêmes, les suppressions de postes très nombreuses ont constitué un effort de restructuration qu'il faut, me semble-t-il, aussi saluer et soutenir. Sur les sillons, M. Grignon, c'est une menace réelle. Il existe aujourd'hui, alors le nom est horrible, un péage négatif, c'est-à-dire une sorte de subvention publique au fret ferroviaire dans notre pays qui représente 40% des sillons. 40% du coût des sillons. Si ce péage négatif venait à disparaître, tous les opérateurs français, les 18 opérateurs français, devraient redimensionner leur activité. Je n'ai pas d'informations, mais si ça devait arriver, ça serait une menace sur le volume du fret ferroviaire français. Sur le statut, le cadre social harmonisé, toujours question de M. Grignon. Le projet de loi qui vous est soumis ne remet pas en cause le statut des cheminots pour ceux qui ont les conditions. Et les conditions sont très simples. Moins de 30 ans, on est embauché au statut, pour une raison simple, c'est que ça permet de financer le régime de retraite. Le régime de retraite est devenu un régime d'État et il est financé par les cotisations des cheminots et les cotisations de l'entreprise, plus une subvention liée au déséquilibre démographique. Donc, à l'avenir, quand on a moins de 30 ans, on est embauché au statut. Parce qu'on permet ainsi de financer le régime de retraite de ceux qui prennent leur retraite. Deuxième cas, on a plus de 30 ans, on est embauché en CDI, car le statut cheminot est très lié à ce fameux régime de retraite. Donc quand on a plus de 30 ans, on est embauché entre guillemets CDI et régime général. Et donc le projet de loi ne comporte pas de changement sur cette question. Pour la raison que j'indique, c'est le lien avec le régime de retraite. Deux questions de Madame Masson-Muret. Première question, les régions qui le souhaitent pourront-elles acheter directement le matériel? C'est la proposition de cette association présidée par Jean-Jacques Herrane. La réponse est oui. Est-ce que ça pose un problème à la SNCF? La réponse est non. Si les régions souhaitent acheter directement leur matériel, elles appliqueront le code des marchés publics, comme elles le font sur d'autres achats, et elles achèteront auprès des constructeurs leur matériel. Je n'ai aucun état d'âme sur cette question. Deuxièmement, est-ce que, question je trouve très intéressante, est-ce que la réforme territoriale qui pourrait être faite influe sur le système ferroviaire? Là, je m'exprime plutôt comme citoyen. Si nous avons en France des grandes régions, ça sera un bénéfice très important pour le système ferroviaire. Parce qu'aujourd'hui, nos TER sont très émiettés, avec des problèmes que vous connaissez tous de liaison entre régions, des parcs qu'on ne peut pas mutualiser, parce que chacun a acheté son propre parc, et une dimension d'aménagement du territoire qui est malgré tout très restreinte. Donc, de grandes régions qui seront des grandes régions ferroviaires, je pense que ça fera faire de l'efficacité et des économies par une meilleure mutualisation. Et au demeurant, je vous indique qu'avec Jacques Rapoport, on calera évidemment l'organisation SNCF sur ces nouvelles régions. Évidemment. Et donc, on fera aussi des économies de frais de structure et qui sont nécessaires pour avoir un service public qui soit efficace et compétitif. Sur les questions de M. Filleul, M. Filleul a soulevé un point qui est technique et en même temps d'une très grande importance politique. Et je vous en remercie. Ça nécessite une phrase d'explication. Au Parlement européen, l'autre jour, en février, tout s'est bien passé, sauf un vote. Le Parlement européen a adopté une espèce de sanction à l'égard des pays qui n'ouvriraient pas progressivement à la concurrence leur marché d'ici 2019 ou 2023. C'est la clause de réciprocité. En clair, si vous n'avez pas ouvert, vos entreprises ne peuvent pas aller dans les pays qui sont ouverts. Et donc cette clause
qui est probablement illégal, mais qui a été voté politiquement, consiste à dire que les Français, parce que le marché français ne comporte pas aujourd'hui de dispositif qui prépare l'ouverture, les entreprises françaises ne pourraient plus s'implanter en Allemagne, en Italie, dans le domaine ferroviaire. Alors, encore une fois, on espère qu'elle est illégale, et on espère qu'elle ne va pas finalement être mise en œuvre. Mais si elle est mise en œuvre, le ferroviaire français a des soucis à se faire, parce que ça signifierait que tout ce que nous avons gagné comme contrat, marché, emploi, valorisation de nos savoir-faire serait remis en cause ailleurs en Europe. Donc c'est une alerte extrêmement sérieuse qui est devant nous. Et dans le domaine de l'urbain, si je fais un peu de bashing, comme on dit de nos jours, un peu de bashing de nos amis allemands, dans l'urbain allemand n'est pas aujourd'hui ouvert, ça n'empêche pas les entreprises allemandes de pouvoir se présenter en France. Donc, il y a quand même un problème. Enfin, deux derniers mots sur l'intervention de M. Filleul. Les compétences de la tête de groupe. Vous allez en débattre, hein, c'est un des articles du projet de loi. Donc je mentionne simplement ce que le projet prévoit, c'est trois choses. 1. La tête de groupe est responsable des aspects système, c'est-à-dire de la bonne intégration entre la voie, le rail et le train. Et ça, c'est au bénéfice, pas seulement de la SNCF, mais comme le disait M. Nègre, au bénéfice de toutes les entreprises ferroviaires. Et il faudra que ça soit non discriminatoire. Et pour reprendre l'expression, il faudra qu'il y ait des murailles de Chine adéquates. 2. Le pacte social cheminot est de la responsabilité de la tête de groupe pour qu'il y ait une unité sociale du groupe. Ce sont des amendements qui ont été déjà présentés en commission à l'Assemblée nationale et qui vont dans la bonne direction. L'unité sociale, parallèle à l'unité technique et à l'unité économique. Et enfin, troisième compétence, puisqu'il y a un groupe, il y a des fonctions de pilotage qui sont confiées à la tête de groupe. Je vous ai cité le foncier. Monsieur Filleul mentionnait est-ce qu'il faut le mettre dans la loi? Ça serait bien, je pense, de mettre cette compétence foncière dans l'établissement public de tête. Tout ça sous le contrôle de ce fameux conseil de surveillance. Mais, puisque M. Revet me poussait à la liberté totale de parole, et n'étant donc pas ministre, et n'étant donc pas syndicaliste, je vous dis, moi personnellement, je pense qu'on pourrait donner aussi une compétence sécurité à la tête de groupe. Bretigny ou d'autres accidents ferroviaires, c'est toujours une affaire d'interaction entre le mobile et le rail. Et dans le respect de l'indépendance chère à M. Nègre des fonctions essentielles et chère à l'Europe, dans ce respect de cette indépendance, il me semble que ce n'est pas idiot que le pays sache que les deux patrons du directoire ont le devoir de parler sécurité, ils ont le devoir de s'assurer que les mesures sont prises et ils en rendent compte au conseil de surveillance. Sur l'intervention de Mme Didier, elle rejoint, au moins sur la forme, celle de M. Revet. Vous me dites, mais au fond, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Je cite, de mon point de vue, des choses qui peuvent être améliorées. Le degré d'intégration, oui. Je pense que le degré d'intégration peut être renforcé sans porter atteinte à l'indépendance des fonctions essentielles. 2, je pense que le volet financier du projet peut être rendu plus robuste par des mesures complémentaires qui vont permettre de stabiliser la dette. Je pense que le volet social, il se nourrira de vos travaux en commission, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je pense que sur les responsabilités d'autorité organisatrice de plein exercice, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent clarifier et aller plus loin sur les responsabilités d'autorité organisatrice de plein exercice. C'était le sens de l'intervention aussi de M. Ries, qui a insisté beaucoup sur la question des ressources. Il faudra un jour que les régions aient une ressource propre pour financer les TER. Enfin, quelques autres interventions. Monsieur Alain Houpert a posé beaucoup de questions. Si vous, avec votre permission, Monsieur Houpert, j'en relève une ou deux ou trois, qui sont, me semble-t-il, celles sur lesquelles je peux apporter des éléments d'information.
dans la dette, les fameux 34 milliards de RFF, ou les 7 milliards de la SNCF, il n'y a rien sur les retraites. Désormais, la caisse de retraite est une caisse d'État. C'est la réforme menée par le précédent gouvernement qui a transféré la caisse de retraite à l'État. Deuxièmement, l'harmonisation sociale européenne, je trouve que là vous pointez quelque chose de fondamental. Il faut, quand on aura harmonisé en France, il faut harmoniser en Europe. Sinon, ça veut dire qu'on va se retrouver dans une espèce de guerre stupide entre les réseaux, entre une guerre des moins 10 ans. Et ce qui se passe dans le routier, moi, me consterne. Dans le routier, c'est le moins 10 ans social qui vient perturber le marché des autres États membres qui, eux, ont des équilibres sociaux qui ont été décidés souvent par la loi ou par les conventions collectives. C'est un bazar que moi, je ne sais pas expliquer aux salariés. Et donc, je pense que dans le ferroviaire, il faut du dialogue social européen et une harmonisation sociale ferroviaire, et on y prend toute notre part. Vous avez dit que le train est cher, et il y a la réponse, moi j'essaye de la pratiquer tous les jours. Pour baisser les prix, il faut baisser les coûts. Sinon, ça fait de la dette. Et vous avez enfin demandé qu'on accentue la pression sur les opérateurs de télécom. C'est le travail de RFF, mais je vais, avec mon collègue Jacques Rapoport, on va remettre la pression, puisque c'est eux qui pratiquent ces accords d'itinérance le long des voies. Sur la question, sur les points, les remarques de M. Ries, je suis très en phase. Oui, il y a une différence entre un opérateur et une autorité organisatrice, et la SNCF a mis trop de temps à totalement l'intégrer. Aujourd'hui, Alain Leverne, qui est le patron des TER, termine un projet de décentralisation de la SNCF qui fait que chaque président de région aura face à lui, d'ici la fin de l'année, un responsable TER qui ne peut plus jamais dire « je réfère à Paris ou à ma direction centrale ». Il n'y a plus d'excuses possibles. C'est le directeur régional qui est en charge de la totalité des réponses. Il maîtrise les effectifs, il maîtrise les moyens financiers, il est responsable des objectifs de qualité de service. Sur le modèle DSP, moi je suis très en phase aussi. Sur la question des ressources, je l'ai dit. Un mot sur la dette. Alors, sur la dette, au fond, je dirais que surendettement et endettement, il faut quand même faire la différence. Nous sommes aujourd'hui surendettés. Ça signifie que nous risquons de devoir réemprunter pour assumer la charge de notre dette. Les taux d'intérêt sont très bas. S'ils remontent, nous serons en situation de surendettement. C'est pour ça que l'objectif de stabilisation est vital. Mais, pardon de le dire crûment, il suppose que les moyens financiers disponibles dans ce pays soient consacrés à la maintenance et à la modernisation du réseau existant, et qu'on réduise la voilure sur la construction de lignes nouvelles. Deuxièmement, il suppose notre effort de performance, je l'ai dit, 2 fois 500 millions d'euros. Nous nous engagerons par un contrat de performance signé avec l'État, qui sera un contrat public, sur le contenu de ces 500 millions réseau, 500 millions pour l'entreprise de service. Et enfin, il suppose, je l'ai dit, sans doute que l'État puisse faire sa part du chemin. Nous avons fait des propositions. La proposition que les dividendes versés soient réinvestis pendant un certain nombre d'années pour accélérer la stabilisation de la dette, et proposition que l'impôt sur les sociétés qui est versé aujourd'hui soit lui aussi affecté à la stabilisation de la dette. Cette question de la dette est absolument centrale. Absolument centrale. Et l'étape de stabilisation est une première étape nécessaire. Enfin, en m'excusant, cher Président, d'avoir été peut-être un peu long, sur les 2 dernières questions, celle de Madame Escoffier, patrimoine foncier, qu'est-ce qu'on peut rapporter, entre guillemets, avec des cessions intelligentes? Nous pensons qu'on peut rapporter de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros par an, en faisant attention que vous avez adopté une loi qui prévoit des cessions dans le domaine ferroviaire à tarif préférentiel pour les logements sociaux.
Et on en tient compte et on le fera de cette manière-là. Et puis la mise en cohérence des différentes lignes, des différents services. Moi, je pense que là, vous pointez quelque chose de très, très important. C'est la nécessité que les futures autorités organisatrices de plein exercice soient moins nombreuses, avec un ressort plus vaste, pour pouvoir elles-mêmes faire ce travail de mise en cohérence. Parce que quand on voit des bus départementaux en concurrence avec des TER régionaux et avec des centrales de mobilité qui viennent d'agglo, on se dit que l'argent public n'y trouve pas son compte. Donc là encore, retour vers la réforme territoriale. Et enfin, sur la question finale de M. Boissineau, le mur de travaux, aura-t-on les moyens? Je vous donne la précision que votre question, me semble-t-il, appelle. Les 500 millions d'euros de RFF, ou du futur SNCF Réseau, sont des économies non pas sur la modernisation et la maintenance, mais essentiellement sur nos achats, sur nos frais de structure et sur des duplications, pour vous en citer une. Il existe aujourd'hui, tant qu'on est séparés, il existe un contrat de gestion de l'infrastructure qui fait plus de 1000 pages et qui nécessite plusieurs dizaines de contrôleurs de gestion au plan central et régional pour régler le balai entre RFF et SNCF Infra. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines de gens qui travaillent dur pour des choses qui ne présentent aucun intérêt en termes de services publics et de qualité. Et enfin, faire grandir les recettes. Merci d'avoir soulevé ce sujet-là. Dans le projet que je porte à l'intérieur de la SNCF, qui s'appelle Excellence 2020, qui a été adopté il y a maintenant 8 mois, le chiffre qui concerne le développement, c'est 1,3 milliard d'euros dans la période. 1,3 milliard d'euros de développement. Les trains de la vie quotidienne, priorité absolue, y compris les intercités. Deuxièmement, être capable d'offrir un service de bout en bout, c'est-à-dire être capable d'offrir, là où c'est nécessaire, des trains, des trams, des métros, des bus, des transports à la demande, toute la chaîne, pour que les Français aient d'autres choix que la voiture individuelle. Et enfin, l'international. L'international, aujourd'hui, c'est 25% du chiffre d'affaires, presque 10 milliards, entre 9 et 10. L'engagement que j'ai pris, c'est de porter ce chiffre-là à 33% d'ici 2017, pour que la France soit, encore plus qu'aujourd'hui, un champion reconnu des systèmes de mobilité au plan mondial, avec derrière le chiffre d'affaires, les exports et l'emploi. Merci, monsieur. Je pense que je crois qu'on peut vous remercier de la sincérité et de l'effort que vous avez fait dans vos précisions, et je pense que tous mes collègues ont pu apprécier votre intervention et vos réponses. Voilà. Je ne doute pas que ce qui s'est exprimé ici représente, en tout cas au départ de l'analyse de ce texte, une volonté forte, politique, de pouvoir contribuer à une réforme qui est absolument nécessaire. Et j'espère que tous ensemble, nous porterons ce projet indispensable. Voilà. Alors, merci à vous. Pour vous décontracter un petit peu, peut-être un petit peu de régiolis. Ah, pardon. Ah, ça va me décontracter. Heureusement que vous le précisez. Comment dire les choses? Il faut les dire poliment, il faut les dire avec tact et mesure, il faut les dire avec le sourire. Mais j'ai pas beaucoup le sourire non plus, parce que je vais commencer par dire une chose. Avec Jacques Rapoport, on a tenu ensemble un conseil d'administration avec les administrateurs de RFF et les administrateurs de SNCF sur cette affaire, le lendemain. Et les représentants des 260 000 salariés du groupe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une proportion des salariés qui ne savent plus dans quel monde on vit, qui ont été choqués de voir leur travail, qui est un travail plutôt d'expertise, avec du professionnalisme, des questions techniques liées à la sécurité, expédié en un emballement de quelques heures, dans lequel
les faits ont très vite disparu au profit des réactions, des emballements, des demandes des uns et des autres. Et donc, je veux dire devant le Sénat que les cheminots ont été extrêmement choqués, pour nombre d'entre eux, d'un tel emballement et d'une telle difficulté à revenir aux faits. Et j'ajoute, avec un peu la même émotion, que la presse internationale est catastrophique, parce qu'évidemment, la presse internationale dit, en gros, les Français ne savent pas faire des trains. Et qu'au moment où on se bat sur tous les marchés, avec Alstom, avec Bombardier, avec Transdev, avec la RATP, avec l'ingénierie française, qui est la première du monde dans ce domaine-là, il va nous falloir des mois pour aller expliquer en Malaisie, en Angleterre, en Australie, que c'est une polémique franco-française qu'il faudrait savoir décrypter et reconvaincre que les Français savent faire des trains et savent faire des quais et savent mesurer. Donc, ayant dit ces deux éléments-là qui, moi, me perturbent et me touchent énormément, je reviens aux choses. On a remis un rapport qui est totalement transparent puisqu'il est en ligne. Ce rapport comporte 150 pages de pièces jointes que tous les journalistes, tous les responsables politiques, tous les Français peuvent consulter, dans lequel il y a une totale transparence sur ce sujet depuis 2008-2009. Qu'est-ce qui en ressort de ce rapport? C'est ce qu'a dit le ministre Frédéric Cuvillier. Et je le résume pour ne pas être trop long. Non, les trains ne sont pas trop larges. Bien sûr que non, ils ne sont pas trop larges. Pour une raison simple. Ils ont été homologués par l'État, l'établissement public de sécurité ferroviaire, le 23 février. On pense que les gens de l'EPSF aussi n'ont pas de décimètre, ils ne savent pas calculer un gabarit. Donc oui, les trains sont conformes au gabarit. Et les deux qui ont décidé du choix du train, Bernard Soulages, Martin Malvy, qui ont présidé la commission d'appel d'offres, assument ce choix, ils l'ont dit publiquement, mais ça n'a pas été beaucoup entendu, ni relayé. Donc les trains sont conformes. Deuxièmement, le ministre l'a rappelé, nos quais, les quais des 3000 gares de France, ils datent de toutes les époques, certains ont 150 ans, d'autres ont 1 an. Ils ont tous les formats en longueur, largeur, hauteur, ils ont tous les formats. Et par conséquent, quand on introduit un nouveau train, fût-il conforme au gabarit international, un quai qui a 150 ans, il y a peut-être une chance qu'en 150 ans, il ait bougé de quelques centimètres. Et des voies qui n'ont pas été retouchées depuis 20 ans, entre-temps, il y a eu le climat, les inondations, la sécheresse, eh bien, il est possible qu'il faille les redresser, c'est-à-dire faire passer une boureuse pour déplacer la voie de 2 cm ou de 3 cm. Le seul élément qui aurait été gênant dans l'affaire, c'est si des quais récents, des quais faits il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, si ces quais-là auraient dû être rabotés. On a trouvé, tenez-vous bien, un cas, peut-être en PACA, peut-être un deuxième et une incertitude sur le troisième. On a peut-être trouvé un quai, 2 quais, 3 quais sur lequel on s'est loupé. Mais ça n'est en aucune manière l'emballement auquel on a assisté. Troisième chose, ça n'est une surprise pour personne. J'engage tout le monde à regarder les échanges de courriers et des élus se sont exprimés. Antoine Herth, vice-président transport de la région Alsace, a expliqué, mais il n'a pas été beaucoup entendu, que cette affaire est connue depuis 2009, que lui, il s'en est emparé, qu'il a, depuis le début, comme Alain Rousset, demandé qu'aucune charge ne soit portée au compte des régions, et il a eu satisfaction. C'est RFF qui paye sur ses investissements propres. Alors, puisqu'il n'y a jamais de fumée, ou plutôt de feu sans fumée, de fumée sans feu, de fumée sans feu, merci. Il n'y a jamais de fumée sans feu, il faut donc trouver un feu. Donc on a cherché un feu, on en a trouvé un. Mais ce n'est pas les trains trop larges, ce n'est pas les quais trop étroits, ce n'est pas le scoop de dernière minute, c'est quoi? C'est qu'effectivement, entre 2009 et 2011, c'est-à-dire postérieurement au choix qui a été effectué par la commission Malvy-Soulages, et avant 2011, où cette question a été reprise avec sérieux, il y a eu 2-3 ans,
où les deux établissements publics qui se faisaient une guerre ouverte n'ont pas travaillé cette question correctement. Oui, c'est vrai. Donc j'ai ma part de responsabilité dans le fait qu'entre 2009 et 2011, nous n'avons pas travaillé correctement entre, à l'époque, Hubert Duménil et moi. Cette faute, entre guillemets, a-t-elle eu des conséquences? Là encore, le rapport l'établit. Heureusement, non. Puisqu'à partir de 2011, nous avons recommencé à travailler ensemble, les travaux ont été faits, et il n'y a pas de situation où cette absence de travail commun ait retardé la mise en service du Régiolis. Il n'y a pas de situation. Ou plutôt, comme dans Astérix, on en trouve une, rassurez-vous, on trouve toujours l'exception qui confirme la règle, on en a trouvé une entre Tarbes et Montrégeau, où il y a un problème de circuit de voie de passage à niveau qui n'est pas réglé et qui retarde de quelques mois sur la section Tarbes-Montrégeau la mise en service du Régiolis. Et donc, là-dessus, il faut qu'on accélère les choses et c'est l'engagement qu'a pris Jacques Rapoport. Et dernier mot, le fond du problème de cette affaire, mais alors, on a été des très mauvais communicants sans doute, hein. Le fond de cette affaire, c'est améliorer l'accès des fauteuils roulants, des poussettes, des familles, des seniors, de tous les gens qui ont du mal à se déplacer au train, c'est-à-dire faire en sorte que le quai et le train soient séparés de quelques centimètres, mais pas trop de centimètres, parce que si c'est trop de centimètres, la roue du fauteuil roulant, la roue de la poussette ou la personne qui a une canne ne peut pas utiliser le train sans assistance. Et donc tout le travail qui a été fait par la commission Soulage-Malvy, ça a été de regarder comment on faisait un train conforme au gabarit qui pouvait améliorer l'accès des fauteuils, des poussettes, des personnes qui ont du mal à se déplacer. Et quand on va sur le terrain, aujourd'hui, le Régiolis est largement soutenu par les associations de personnes handicapées. Patrick Toulmet, qui est là-dessus une référence absolue, le comité consultatif des handicapés à la SNCF, tous ces gens-là se sont prononcés sur ce train et ont soutenu le projet parce que ce train facilite l'accès des personnes à mobilité réduite au service public ferroviaire. Donc voilà, le ministre a pris des décisions qui me semblent bonnes. Il a dit plus jamais d'absence de travail coopératif. Donc au moment où on commande un train, il faut que les études entre le quai et le train aient été terminées. Le ministre a dit financement confirmé par les investissements sur fonds propres de RFF, donc ça ne coûte pas 1 euro aux usagers, pas 1 euro aux collectivités régionales. Et il nous a demandé, parce que c'est le fond du problème, d'aller devant chaque conseil régional présenter l'avancement du schéma d'accessibilité régionale pour montrer que dans ce pays, les trains vont être de plus en plus accessibles aux fauteuils, aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, et que c'est bien ça dont on doit parler, parce que c'est ça le problème, et c'est ça la perspective heureuse d'aujourd'hui. Voilà, pardon, j'en ai parlé avec un peu de, comment dire, un peu d'engagement, mais c'est une affaire qui nous a fait mal. Et qui nous a fait mal à notre identité de cheminot. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je pense que c'est la conclusion. Encore une fois, merci de ce dernier volet de notre audition. Et bon courage et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà pour cette audition de Guillaume Pépy, le patron de la SNCF qui avait donc été entendu par les sénateurs de la Commission du développement durable, essentiellement sur la réforme ferroviaire, ce texte qui réorganise les forces de réseau ferré de France et de la SNCF, un texte qui a suscité beaucoup de remous auprès des cheminots, suscité de nombreuses grèves avant l'été, mais qui a été définitivement promulgué au mois d'août. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.